Okay, good afternoon, ladies and gentlemen. You're very welcome to today's online press briefing. Without further ado, I will give the floor to Michel Barnier. It's okay. Merci Dan. Bonjour à chacune et chacun d'entre vous. Et pour beaucoup de raisons, je suis très heureux de vous retrouver, même virtuellement, grâce à la technologie. J'espère que chacune et chacun d'entre vous êtes en forme comme vos proches. Et je voudrais évidemment vous remercier pour votre attention dans cette période si particulière. Nous vivons en effet un moment grave, très grave, sur le plan humain, sur le plan sanitaire, sur le plan de l'économie, sur le plan social et sur le plan politique. Cette crise sanitaire a déjà provoqué la mort de plus de 100 000 personnes en Europe, 170 000 dans le monde. Et évidemment, aujourd'hui, retrouvant cette salle de presse et vous retrouvant, mes premières pensées vont à celles et ceux qui ont perdu un être cher, à celles et ceux qui sont hospitalisés dans des conditions souvent difficiles, à ceux qui sont d'une manière ou d'une autre touchés par ce virus. Let me add a personal note for Boris Johnson. All the best in your recovery, Prime Minister. Dans cette période de crise, l'énergie des gouvernements, l'énergie des institutions européennes, de toutes les institutions, est naturellement concentrée sur la réponse à la crise, et c'est le cas évidemment de notre institution, la Commission européenne, et évidemment de notre présidente Ursula von der Leyen. Notre première responsabilité collective est de contenir le virus, de prendre en charge les malades, de soutenir les soignants, mais aussi de gérer les conséquences économiques, sociales de la crise. Et c'est l'objectif, évidemment, du Conseil européen réuni hier, présidé par Charles Michel. Enfin, nous devons préparer la reprise en tirant toutes les leçons, elles sont très nombreuses, de ce que nous sommes en train de vivre individuellement et collectivement. Voilà les priorités, voilà la priorité absolue du moment où nous sommes. Et voilà aussi pourquoi il y a une question légitime qui est de savoir si cette négociation qui nous a occupés avec la partie britannique toute cette semaine, depuis lundi, chaque jour, n'est pas un peu décalée. J'ai même lu l'article de l'une de vos consoeurs qualifiant cette négociation de surréaliste. Je ne peux pas être d'accord avec ce mot, même si je vois bien le décalage. Il y a des réalités, et nous avons, par rapport à ces réalités, une obligation de réalisme. Voilà pourquoi il était important que nous nous retrouvions pour poursuivre cette négociation complexe, extraordinaire, je l'ai souvent dit, extraordinairement complexe. Nous avons le devoir, mesdames et messieurs, d'être réalistes face à plusieurs échéances qui sont fixées juridiquement et qui s'imposent à nous le 30 juin, dans quelques semaines. Est-ce que nous décidons, oui ou non, avant cette date et conjointement avec les Britanniques, de prolonger la période de transition comme la possibilité en est prévue dans le traité de retrait. Deuxième date qu'il faut regarder lucidement, les yeux ouverts, c'est le 31 décembre. C'est le jour fixé pour le Brexit économique, après que le Brexit politique soit intervenu au début de cette année. Est-ce qu'au moment de ce Brexit économique, qui apporte des changements importants et définitifs dans beaucoup de domaines, est-ce que le Royaume-Uni va quitter le marché unique et l'union douanière avec un accord entre lui et l'Union européenne ou sans accord? C'est le niveau, le degré de choc et de conséquences qui est en cause pour beaucoup d'entreprises et pour les consommateurs. Et puis, le réalisme, c'est aussi de savoir, au milieu du choc économique très important qui est devant nous,
en raison de la crise du coronavirus, si nous trouvons un accord intelligent pour atténuer le choc que je viens d'évoquer et qui sera de toute façon lié à la sortie du Royaume-Uni du marché unique et de l'union douanière. Et c'est être réaliste que de poser ces questions, de se rappeler ces échéances et de trouver des réponses. Je voudrais ajouter en parallèle à la négociation qu'il y a une quatrième échéance, le 31 décembre, c'est la mise en œuvre qui doit être opérationnelle à cette date de l'accord de retrait. Cet accord de retrait intéresse 4,5 millions de citoyens de part et d'autre pour la protection de leurs droits, et nous avons des engagements qu'il nous faut respecter. Il intéresse aussi, et c'est pour moi depuis le début une priorité, la paix et la stabilité en Irlande et en Irlande du Nord. Mesdames et messieurs, au moment où je vous parle, le gouvernement britannique nous a indiqué et confirmé durant ce round qu'il refuserait toute prolongation de la période de transition, alors même que dans le traité agréé entre nous, cette possibilité de prolonger d'1 an ou de 2 ans existe si nous en prenons conjointement la décision avant le 30 juin cette année. Nous prenons acte de ce choix. Ma recommandation, c'est donc de travailler sérieusement d'ici le mois de juin et, puisque nous devrons apporter une réponse commune, de bien réfléchir à cette réponse en tenant compte dans les négociations de la situation économique et des conséquences de cette décision. Dans l'immédiat, la conséquence de cette décision du Royaume-Uni, c'est que le temps presse. Plus que jamais, the clock is ticking, plus que jamais. Nous avons 8 mois à peine devant nous pour mener 3 chantiers en même temps. Un, nous assurer de la bonne mise en œuvre de l'accord de retrait, je viens de le dire. 2, nous préparer aux conséquences économiques négatives à la fin de la période de transition. Il y aura des conséquences, il y aura des changements. 3, négocier un futur partenariat et réussir un accord de partenariat entre l'Union européenne et le Royaume-Uni qui permettra de limiter ces conséquences négatives. Nous devons plus que jamais commencer à faire des progrès ensemble et nous devons maintenant avancer de manière constructive. Voilà pourquoi, je le rappelle, il était important de reprendre sans trop tarder cette négociation, même à distance. Nous avons pu reprendre cette négociation grâce à la technologie. Une quarantaine de calls, de conférences, de vidéoconférences ont eu lieu cette semaine. Et même si ce n'est pas la même chose, même s'il était effectivement plus facile dans une négociation de pouvoir se parler en marge des discussions, ce qui n'est pas possible toujours par vidéo, néanmoins, nous avons bien travaillé et je veux à ce stade remercier les équipes des deux côtés pour leur disponibilité et pour leur esprit constructif. Et je voudrais ajouter un mot personnel pour David Frost, pour son professionnalisme, sa franchise et sa détermination. De notre côté, évidemment, je veux remercier toute l'équipe de la Task Force qui travaille ardemment et remercier aussi, sous l'autorité et avec la confiance de la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, tous les services, toutes les commissions, toutes les directions générales qui sont engagées totalement, ainsi que le secrétariat général, le cabinet de la présidente, le service juridique et le service d'action extérieure. Mesdames et messieurs, le Royaume-Uni a affirmé à nouveau cette semaine vouloir faire des progrès substantiels, tangible progress, d'ici le mois de juin. Nous sommes sur la même ligne et nous respectons le même calendrier. Cela signifie que nous avons besoin de vrais progrès avant le mois de juin si nous voulons trouver à la fin de cette année un accord à la hauteur de notre interdépendance économique et de notre proximité géographique. Nous avons transmis au Royaume-Uni le 18 mars une proposition de texte juridique complet, précisément pour traduire ce partenariat ambitieux en matière économique et de sécurité. Ce texte est ici, c'est un texte volumineux,
pas toujours facile à lire, j'en conviens, de plus de 350 pages, mais c'est un texte complet qui est la traduction précise, juridique, du mandat qui m'a été fixé par les 27 États membres, par les institutions et par le Parlement européen. Bien sûr, ce texte, c'est un texte pour la négociation. Il n'est pas à prendre ou à laisser par les Britanniques, mais c'est la preuve que même dans un temps court, il est possible de réaliser un accord complet, un traité complet sur l'ensemble des sujets de notre futur partenariat. Et de son côté, le Royaume-Uni nous a envoyé des propositions de texte sur certains sujets, pas sur tous pour le moment. Je regrette simplement, je leur ai dit, que, en raison de la règle de confidentialité qu'ils ont imposée, nous ne puissions pas partager avec vous et avec les États membres ou le Parlement ces textes pour le moment. Cette dernière semaine et les semaines précédentes, nous avons multiplié les discussions techniques pour bien comprendre nos positions respectives. Désormais, si nous voulons des progrès tangibles, et nous les voulons, il nous faut aller au-delà. Il nous faut dépasser le stade de la clarification et provoquer, avec plus de dynamisme politique, des propositions qui construiront des compromis ou un accord. Notre objectif pour ce deuxième round, comme il le sera pour les prochains rounds, a été et restera donc d'avancer en parallèle sur tous les sujets de la négociation, y compris les sujets les plus difficiles. C'est ça le mandat qui m'a été fixé par les 27 États membres. C'est aussi l'exigence du Parlement européen. Ma responsabilité, aujourd'hui comme négociateur de l'Union européenne, devant vous, c'est aussi de vous dire la vérité. Et l'objectif que nous avions d'avancer vers des progrès tangibles sur tous les sujets en parallèle, cet objectif n'a été que très partiellement atteint au terme de cette semaine. Bien sûr, ce round nous a permis d'identifier des positions sur lesquelles nous nous rapprochons, au moins sur le plan technique, mais le Royaume-Uni n'a pas voulu s'engager sérieusement sur un certain nombre de points fondamentaux. Ce sont des points que nous n'avons pas inventés. Ils se trouvent écrits de manière assez précise dans le texte qu'on appelle la déclaration politique, qui est jointe au traité de retrait. Ce texte de la déclaration politique, soigneusement discuté mot à mot, ligne à ligne par Boris Johnson et son équipe, a d'ailleurs été approuvé par la Chambre des communes, comme par le Parlement européen de notre côté, au moment de la ratification du traité de retrait. Et je voudrais simplement que ce qui est écrit dans ce texte de la déclaration politique soit sérieusement, précisément, objectivement mis en œuvre sur le plan juridique dans cette négociation. Pour l'instant, ce n'est pas le cas d'un certain nombre de sujets. Je le regrette et cela m'inquiète. Ladies and gentlemen, we cannot accept to make selective progress on a limited set of issues only. We need to make progress on all issues in parallel. We need to find solutions on the most difficult topics. The UK cannot refuse to extend the transition and, at the same time, slow down discussions on important areas. There are 4 areas in particular on which the progress this week was disappointing. Number 1, the level playing field. The UK negotiators keep repeating that we are negotiating as sovereign equals. As sovereigns, each side must be able to decide with full sovereignty on the conditions of access to our respective markets. That's fine. But the reality of this negotiation is to find the best possible relationship between a market of 66 million consumers on the one side of the channel and a market of 450 million consumers on the other side.
That is a reality. Our free trade agreement with zero tariff, zero quotas on all products would mean unprecedented access for the UK as a third country to this market of 450 million consumers and citizens, and a market that is on the UK's doorstep. Our economic partnership would be broad and comprehensive, encompassing trade in goods and services, including transport, fisheries, and energy. Our offer shows the EU's level of ambition, but we must be equally ambitious in guaranteeing high social and high environmental standards. We must be equally ambitious in preventing unfair trade distortions and unjustified competitive advantages, for instance, on state aid and relevant tax measures. This week, the UK failed to engage substantially on these topics. It argued that our positions are too far apart to reach an agreement. It also denounced the basic premise that economic interconnectedness and geographic proximity require robust guarantees. Yet again, this is what we agreed with Boris Johnson in our joint political declaration. This is what the UK Parliament approved after the December elections at the same time that the withdrawal agreement. Let me remind on this point one thing, what I said already, and what my mandate clearly states, ladies and gentlemen, there will be no ambitious trade deal without an ambitious level playing field on open and fair competition. The second point on which we remain very far apart is the overall governance of our future partnership. The EU proposed a single framework for the UK and the EU to manage jointly and efficiently all areas of our future relationship. The UK continues to insist on a number of separate agreements, each with their separate governance arrangements. This leads to duplication, inefficiencies, and a lack of transparency in the application and enforcement of the partnership, which is in nobody's interest. In the single governance framework that we are proposing, there are three important points for us that the UK currently refuses. First, as a basis of our cooperation, we need to refer to common values such as democracy, rule of law and human rights, counter-terrorism, or the fight against climate change as an essential principle. Those values are standard in all our international agreements. Second, our agreements must foresee the UK's continued adherence to the European Convention of Human Rights, which should be given effect in domestic law so that individuals can rely on it. This is particularly important in the field of law enforcement and internal security. Third, the partnership cannot deliver on the high level of ambition expressed in the political declaration without the UK recognizing the role of the Court of Justice, the European Court of Justice, when we use concepts of union law, especially for the exchange of personal data. Ladies and gentlemen, of course, this is of particular importance when it comes to our future police and judicial cooperation in criminal matters. And this is our third concern after this second round. We both want a close relationship here, but we face problems
the UK refuses to provide firm guarantees rather than vague principles on fundamental rights and individual freedoms. It insists on lowering current standards and deviating from agreed mechanism of data protection, and this creates serious limitations for our future security partnership. The UK chose to be a third country. It is its choice. As a consequences, it will not be treated as a member state. We must take this fact as our starting point. However, the partnership that we envisage is still unprecedented for a non-Schengen third country that rejects the freedom of people, both due to the number of fields covered and the closeness of cooperation proposed. And finally, we made no progress on fisheries. On this essential topic, the UK has not put forward a legal text. We have made no tangible progress, despite the political declaration stating that we should make our best endeavors to reach an agreement by July. This is necessary to provide sufficient clarity for EU and UK fishermen and also for all business linked to fisheries. Ladies and gentlemen, the EU will not agree to any future economic partnership that does not include a balanced, sustainable and long-term solution on fisheries that should be crystal clear to the UK. I have spoken several times about June. Why? Because we agreed with Boris Johnson in the political declaration, once again, to hold a high-level conference in June to take stock of our progress in the negotiations. Before that, we have only 2 rounds of negotiations left in the weeks of the 11th of May and the week of the 1st of June. We must use these 2 rounds to make real, tangible progress across all areas, including all those I have just raised. June will be also an occasion to take stock on what real progress the UK has made for the implementation of the Protocol on Ireland and Northern Ireland. Indeed, with just 8 months to go before the end of the transition period, it is urgent to take the necessary measures for the correct implementation of the Withdrawal Agreement. The first meeting of the Joint Committee took place on the 30th of March, co-chaired by the Vice President of the Commission, Maroš Šefčovič, and Michael Gove. In follow-up of this meeting, the Specialized Committee on the Protocol on Ireland, Northern Ireland, will take place next week on the 30th of April. We need clear evidence that the UK is advancing with the introduction of the agreed customs procedures for goods entering Northern Ireland. We need clear evidence that the UK will be able to carry out all necessary sanitary and phytosanitary controls, as well as other regulatory checks on goods entering Northern Ireland from outside the EU as of January 2021 in 8 months' time. 8 months' time. Indeed, I reminded David Frost again during this round that the phase full of effective implementation of the Withdrawal Agreement is absolutely central to our ongoing negotiations. This is a line that we will hold together with the Vice President Maroš Šefčovič, in particular on Ireland and Northern Ireland, but also on citizen rights on both sides, obviously. A new partnership
with the UK can only be built on trust, and this requires that already agreed commitments are applied correctly. Voilà, mesdames et messieurs, pardon d'avoir été un peu long, mais c'était l'occasion, en vous retrouvant, de faire un point complet et de le faire avec la franchise et calmement, mais aussi la détermination qui sont habituellement les nôtres et qui le resteront. Je vous ai dit donc avec franchise les difficultés sérieuses que nous avons devant nous. À ce stade, ces difficultés me paraissent encore surmontables. Nous pouvons les surmonter dans les mois qui viennent avec de la volonté politique, avec du réalisme et avec du respect mutuel. J'ajouterai, pour revenir à mon introduction et à la réalité que nous vivons aujourd'hui, que la crise sanitaire, économique, sociale d'aujourd'hui nous crée, me semble-t-il, une responsabilité supplémentaire à nous, Européens, et aux Britanniques, pour bâtir dans les mois qui viennent ce partenariat ambitieux et durable entre nous. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Barnier. On va passer maintenant aux questions. For those of you following via WebEx, we will operate the same system as we do during midday, so please raise your hand if you have a question, and don't forget to lower your hand again once you have asked your question, just like in real life. And just to remind you, we will have a technical briefing afterwards for any further technical questions. So, if all ready, we will go to the first question. Catherine Fior, you have the floor. Catherine? Okay, Catherine, I think you might be having some IT issues. We will go to Bruno. Bruno, the floor is yours. Hello? Yep, we can hear you, Bruno. Yeah, I'd like for Mr. Barnier, you highlighted the areas that are difficult. Among those areas is the area of fisheries. Britain has yet to table any proposals on fisheries, as I understand it, although given the differences it has in other areas. Do you think that it will be possible or impossible to carry on with these talks unless Britain will table some concrete proposals during the course of May? Bruno, encore une fois, je veux dire les choses simplement, le Royaume-Uni ne peut pas décider qu'il n'y aura pas de prolongation de la négociation, comme ce serait possible, comme ça reste possible jusqu'au 30 juin. Donc imposer ce calendrier extrêmement rigoureux, exceptionnel pour une négociation aussi importante. Jamais dans l'histoire, l'Europe n'a négocié avec un quelconque pays tiers un accord même plus simple, le commerce, et là nous sommes bien au-delà du commerce, dans un temps aussi court. Le Royaume-Uni ne peut pas imposer ce calendrier de négociation très court et en même temps ne pas bouger, ne pas progresser sur certains sujets qui sont importants pour l'Union européenne. Parce que, alors, pour le coup, on aura des raisons au mois de juin d'être inquiet sur l'issue de cette négociation. Donc, j'ai réaffirmé que nous attendons sur cette question importante de la pêche des propositions raisonnables de la part du Royaume-Uni. Je reconnais que notre proposition pour l'Union européenne, qui est celle du statu quo, doit être discutée. J'ai rappelé que nous souhaitons, sur ce sujet important pour tant de pêcheurs des deux côtés et pour tant de secteurs économiques, notamment de la transformation de la pêche, que nous aboutissions à un accord, j'ai répété, équilibré, soutenable et de long terme. Voilà ce qui est en cause et je suis convaincu qu'avec, même si c'est difficile, des deux côtés, nous pouvons y arriver. Je rappelle, pour que ce soit extrêmement clair, je l'ai dit crystal clear, que cet accord équilibré, soutenable, de long terme sur la pêche est une partie indissociable de l'accord de commerce avec le level playing field. C'est ça mon mandat. Merci beaucoup. We will now go to Jennifer
Jennifer Rankin from The Guardian. Hello, can you hear me? Yep. Great, thank you very much. Also on the subject of extension, the British government position is well known. Mr. Barnier, you've mentioned that position, and also you've mentioned on the shortness of the time. So would the EU in that case propose an extension to try and change the mind, try and change the opinion of the British government? After all, it's what your colleagues in the European People's Party say is the responsible thing. So should the EU propose an extension? J'ai déjà dit, la présidente de la Commission a déjà dit que nous ne fermons pas la porte à une extension de la période de transition. Elle est expressément possible selon le traité que nous avons ratifié avec le Royaume-Uni, et cette extension pourrait être, si nous le voulons ensemble, de 1 an ou 2 ans. Mais nous devons le décider pour des raisons de visibilité aussi, pour tous les acteurs économiques et les institutions. Nous devons le décider ensemble avant le 30 juin qui vient. Mais nous avons toujours été ouverts à cette prolongation. Nous devrons prendre cette décision avant le 30 juin. Et c'est donc, si vous voulez bien, Jennifer, à ce moment-là que je répondrai à votre question, ou plutôt que l'Union européenne y répondra. Et voilà pourquoi je répète que ma recommandation, en attendant le moment opportun pour répondre à cette question, je recommande que nous travaillions sérieusement d'ici le mois de juin. Et ça nous donnera aussi le temps de bien réfléchir à la réponse que nous devons apporter. Je ne pense pas que dans cette affaire de prolongation, on doit se trouver dans la situation où l'un demande ou l'autre demande. On ne doit pas être demandeur de cette prolongation, ça doit être une approche commune et une décision commune. Encore une fois, je trouve que c'est trop tôt pour, de notre côté, exprimer une opinion sur ce sujet. Nous allons faire l'état des lieux au début du mois de juin. Okay, we'll go to the next question now. Don't forget that once you take the floor, you're more than welcome to turn on your video. Jim Brunsden. Yeah. Thank you very much. You guys hear me okay? Yep. Perfect, thank you. So on the subject of fisheries, given that this is such a key issue for the EU, what is the point at this stage of going ahead with further negotiating rounds? I mean, if you're in a situation where the EU has said, we will not advance on other areas unless this has been addressed, and the UK is refusing to address it. Why go on with other rounds at this stage? And also, if the UK isn't bringing proposals, what was discussed during all the sessions on fisheries that were organised this week? Thank you very much. Jim, je dis à tous ceux d'entre vous qui s'expriment que ce serait sympa de pouvoir vous voir. Alors là, je regarde symboliquement l'endroit où vous êtes assis d'habituel dans cette grande salle vide, Jim. Donc voilà. Mais nous ne sommes pas au bout de la négociation. Le résultat positif, le succès de la négociation ou son échec sera constaté à la fin du processus. Nous pouvons avoir des indications un peu plus tôt, au mois de juin, mais nous avons encore du temps. Et de l'autre côté, ce n'est pas nous qui nous imposons la contrainte du temps. J'ai toujours dit, je répète, que pour moi, la qualité et la globalité de l'accord avec le Royaume-Uni priment sur le temps. Sauf que le Royaume-Uni nous dit aujourd'hui qu'il ne veut pas prolonger la négociation. Nous avons 2 rounds d'ici le mois de juin, et j'espère, j'ai demandé à David Frost que nous puissions disposer et travailler par rapport à notre demande ou à notre proposition sur la pêche, d'une proposition raisonnable du côté britannique. Ainsi, on verra s'il est possible de rapprocher les points de vue, de trouver cet accord, je le répète, soutenable, durable, équilibré et sur le long terme. Voilà. Je sais que c'est un sujet difficile, mais ce sujet est lié et restera lié à l'accord de commerce et au level playing field, et donc il faut que chacun fasse preuve de responsabilité. Merci beaucoup. Catherine, I'm going to give you a second shot if you want to take the floor. Nope. Yeah, I can hear you. Okay. So Catherine Fiore, EU reporter. Mr. Barnier, congratulations on your full recovery. It's good to see you back at the podium.
My first question would be you said that you look at making a decision together. That decision that might be made together at the end of June would include how much the UK would have to continue to contribute to the EU budget. Would you be able to give any sort of reassurance to the British government that they will not have to pay into a massive recovery fund as part of their contribution to an extended transition? And is a question on the level playing field. Ursula von der Leyen, the President of the European Commission, has pointed out that there is about 1.8 trillion euros being pumped into Europe's economy, that it's being done in a very, very uneven way, that is damaging the level playing field. Could the UK turn around and say that the EU is guilty of double standards? Au moment, Catherine, où nous devrons prendre cette décision ensemble de prolonger ou de ne pas prolonger, la présence économique du Royaume-Uni dans le cadre économique du marché unique et de l'union douanière, si nous devions décider ensemble de prolonger d'une année ou de 2 années, il y a 2 questions à régler à ce moment-là, qui demanderont quelques jours. C'est 1, la durée, 1 an ou 2 ans, 2, la contribution budgétaire que le Royaume-Uni devra apporter au budget de l'Union européenne durant la durée de cette transition. Le Royaume-Uni ne participera plus au budget européen à partir de 2021. L'accord est extrêmement clair sur ce point, mais il devra apporter une contribution forfaitaire au budget pendant la période où il resterait dans le marché unique pour des raisons que nous déciderions ensemble. En toutes circonstances, le Royaume-Uni ne participera pas au prochain cadre financier pluriannuel ni au prochain programme. Il ne participera donc pas à un plan de reprise mis en œuvre après l'année 2020. Je rappelle qu'il devra payer une contribution budgétaire forfaitaire si la prolongation est décidée de la transition. Merci beaucoup. I give the floor to Ian Wishart next. You've had your hand up for a while. Ian. Bonjour, Mr. Barnier. You said very clearly that you have concerns about the implementation of the Northern Irish Protocol. Could you say how far behind you think they are? I mean, have they done anything? And would you accept the pandemic as an excuse for them not living up to their obligations? Non, mais pour être tout à fait sincère, quand je pose cette question à David Frost en tant que négociateur, et surtout quand, durant la réunion du Joint Committee, il y a quelques jours, le vice-président Maroš Šefčovič, de manière extrêmement claire, a posé ces questions à Michael Gove, qui est chargé de la mise en œuvre de l'accord de retrait du côté britannique, les réponses jusqu'à maintenant sont très confiantes et positives. Nous ferons tout ce que nous avons à faire pour mettre en œuvre cet accord de retrait, et notamment le protocole irlandais d'Irlande et d'Irlande du Nord. Bon, simplement, on ne va pas attendre le mois de décembre pour en être sûr. Il y a des choses, il y a des dates, il y a des marqueurs, il y a des décisions qui doivent être prises techniquement pour tout au long de la période entre maintenant et le mois de décembre, où le Royaume-Uni doit prendre les dispositions nécessaires pour mettre en œuvre les contrôles douaniers, les contrôles espèces, sanitaires et phytosanitaires, au-delà d'ailleurs de ceux qui existent déjà, je le rappelle, à Belfast, au port et à l'aéroport. Il y a déjà, pour des produits végétaux, des animaux qui arrivent de Grande-Bretagne en Irlande du Nord, dans le même pays, il y a déjà des contrôles actuellement sur certains produits ou certains animaux. Donc, nous attendons de voir concrètement et d'être informés des dispositions concrètes, précises, opérationnelles que le Royaume-Uni doit prendre. Et nous voulons des réponses précises. Je ne crois pas que
la situation de crise que nous traversons, le Royaume-Uni et nous, ensemble d'ailleurs, soit invoquée. Elle n'a pas été invoquée, cette situation, pour expliquer un quelconque retard. Je ne crois pas que ce soit le sujet. Je ne fais pas de procès d'intention. Je ne fais pas de procès d'intention. Je veux dire simplement que c'est un point très important pour l'Union européenne. C'est le point de la confiance entre nous. Il faut que les accords passés soient respectés si nous voulons ensemble engager dans de bonnes conditions des accords futurs. Et puis, vous l'imaginez bien, s'il y avait un problème de ce côté-là, en Irlande du Nord, ce serait un problème très sérieux pour tout le monde. Donc nous ne voulons pas de problème. Moi, je vous ai déjà dit ici, dans cette salle et publiquement, ça fait presque jour pour jour le 4 mai que je suis allé à Dungannon, en Irlande du Nord, et que j'ai eu cet entretien très émouvant que je rappelle souvent avec des femmes qui travaillent de part et d'autre de la frontière, avec le soutien de programmes européens et britanniques. J'ai cet engagement politique, moral, personnel pour que dans cette négociation, tout soit fait pour préserver la paix, les conditions de la paix en Irlande. En même temps que nous avons, puisque le Royaume-Uni quitte avec l'Irlande du Nord, évidemment, le marché unique, que les conditions de respect du marché unique soient assurées pour les consommateurs et pour les entreprises. Voilà ce qui est en jeu. Donc je ne fais pas de procès d'intention. Nous allons refaire le point au mois de juin. Nous avons, à la fin de ce mois, un comité spécialisé sur l'Irlande et l'Irlande du Nord, dans le cadre de l'accord de retrait, et nous voulons des garanties et des assurances que toutes les dispositions concrètes, financières, techniques soient prises pour que le Royaume-Uni applique cet accord correctement. Et nous sommes prêts, je le rappelle aussi, ça a été un point de débat ou de polémique, mais je ne vois pas la raison, que nous sommes prêts et nous souhaiterions pouvoir accompagner cette mise en œuvre avec un bureau technique, je dis bien un bureau technique et pas du tout diplomatique, avec des vétérinaires ou des experts douaniers à Belfast pour accompagner cette bonne mise en œuvre. Thank you very much. We will take one or two more questions in the time remaining. Before I give the floor to somebody, can I just remind you to lower your hands again if you no longer have a question? It's just easier for me to read the screen. We will go to Nick Gutteridge, or as I have you in front of me, Nicholas Gutteridge. Hi, Dan. Can you hear me? Yep. Brilliant. Hi, Mr. Barnier. It was sort of to follow up a bit on Bruno and Jim's questions, really, but specifically, UK seems to very much have been prioritising the strand on trading goods, which you have repeatedly said cannot be separated out from the level playing field issues and the fisheries issues. So if the UK, as you see it, continues to refuse to engage on a level playing field in fishing, does there come a point when the EU will look to scale back with talks on trading goods, which at the moment are one of the issues that's going on every day? Encore une fois, ces trois sujets sont liés et c'est légitime. La question de la pêche est une question économique, aussi bien pour les produits de pêche qui sont pêchés par des hommes et des femmes extrêmement courageux. Je rappelais que c'est un des métiers les plus dangereux de deux côtés, aussi bien pour la pêche que pour les produits transformés de la pêche, derrière lesquels il y a des industries, des ateliers des deux côtés qui sont importants. Je connais toutes les données de ce secteur. J'ai moi-même été ministre de la pêche et des pêcheurs dans mon propre pays, et donc ce sujet sera là comme un sujet central, mais c'est normal qu'il fasse partie de la négociation commerciale dans laquelle, par ailleurs, il y a cette exigence de l'Union européenne, en raison de la proximité et de l'interconnexion économique du Royaume-Uni avec nous, d'un level playing field. Si vous me permettez, Nick, je voudrais juste faire une digression sur le level playing field pour répondre à une critique ou à un spin ou à quelquefois des remarques que j'entends sur le fait que nous voudrions imposer au Royaume-Uni nos propres législations. Nous respectons la souveraineté du Royaume-Uni. Nous lui demandons de respecter la nôtre. Ce dont il s'agit, si nous voulons un accord commercial, zéro tarif, zéro quota, extrêmement ambitieux, entre le Royaume-Uni qui est là
à notre porte et qui va rester là, et l'Union européenne avec son marché de 450 millions de consommateurs, si nous voulons un accord commercial ambitieux, nous voulons être sûrs que cette relation économique ne s'accompagnera pas de distorsions de concurrence, de politiques agressives d'aide d'État. On ne va pas demander au Royaume-Uni de suivre aveuglément les législations européennes qu'il n'élaborerait pas avec nous. Nous voulons simplement que, s'il s'agit bien de commercer, il soit bien compris que nous voulons trouver un système, un accord pour que nos niveaux de réglementation de part et d'autre soient à peu près comparables. Voilà. Et qu'il n'y ait pas de distorsion de concurrence sociale, économique, fiscale ou sur les aides d'État. Donc chacun est souverain, mais nous nous mettons d'accord pour mettre au même niveau, souverainement, nos réglementations. Voilà. J'ai dit que ces trois sujets étaient liés. Donc s'il n'y a pas d'accord sur la pêche, il n'y aura pas d'accord de commerce. C'est aussi simple que ça. Donc voilà. Pour l'instant, le Royaume-Uni a compris notre message et je pense que, au-delà des positions de principe, ils vont revenir avec des propositions dont nous sommes prêts à discuter en liaison de mon côté avec les États membres et avec les professionnels de la pêche. Merci beaucoup. We'll go to one final question for today. James Crisp. Thank you, Dan. Can you hear me? Yep. Yes. Excellent. Okay. The UK wants a sort of a more basic trade deal than the EU, Mr. Barnier. Are you concerned that that gives the UK leverage? I mean, their model is closer to no deal on your famous staircase than the EU's preferred model. Won't you have to eventually agree a bare bones trade deal to avoid a no deal outcome? Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris votre question, James. Un accord basique, comme vous dites, de commerce devra être accompagné d'un accord de level playing field et d'un accord sur la pêche. Voilà. Et moi, je continuerai avec toute l'équipe qui m'entoure et qui est extrêmement compétente et formidable. D'ailleurs, dans un instant, Clara Martinez et Paulina Dejmek, ainsi que tous nos chefs de négociation seront à votre disposition pour ce briefing technique. Nous voulons un accord avec le Royaume-Uni. J'ai dit tout à l'heure, en pesant mes mots à la fin de mon propos, que ce qui se passe en ce moment dans le monde et en Europe, qui est d'une gravité extraordinaire, nous impose une responsabilité supplémentaire de trouver un accord. Voilà. Je pense que c'est l'état d'esprit aussi du côté britannique, celui de Boris Johnson, et le nôtre, j'en suis sûr. Donc, je sais qu'il y a, même si le temps est rapide, le moyen de trouver un accord, puisque, encore une fois, nous avons écrit un accord complet. Donc, c'est possible de le faire. Alors, je répète que ce texte n'est pas à prendre ou à laisser, c'est un texte pour la négociation, mais si nous avons de la volonté, du respect, du réalisme, y inclus dans la question de la pêche, nous devrions trouver le chemin de cet accord. Nous n'y sommes pas, nous en sommes loin, mais il reste 2 rounds avant le mois de juin et le State of Play, et puis il reste encore plusieurs mois après, juillet, août, septembre, octobre, pour travailler. Voilà. Je vais mettre toute notre énergie, tout notre calme, tout mon calme, toute l'expertise de la Commission européenne, du Conseil, en travaillant avec le Parlement et les États membres, au service de cette volonté de trouver un accord. Mais, comme je l'ai rappelé encore tout à l'heure dans la plénière avec les négociateurs, cet accord ne se fera jamais au détriment notamment du marché intérieur européen, dont les Britanniques connaissent bien les règles, l'écosystème du marché intérieur. Et donc, il y a un certain nombre de conditions qui doivent être comprises. Le fait de quitter l'Union européenne et de quitter l'Union douanière, de quitter le marché unique, décidé souverainement par le Royaume-Uni, a beaucoup de conséquences. Je pense beaucoup des conséquences négatives. Avec cet accord, nous avons essayé de limiter ces conséquences. Mais nous n'y sommes pas encore.
Thank you very much, Mr. Barnier. On that point, I think we will conclude today's press conference. Thank you, Mr. Barnier, and thank you to all of you who tuned in to today's briefing. Just as a reminder, we will switch over to the off-the-record technical briefing in the next few minutes. Thank you very much.